Un mot ouvert. Et si vous écoutiez votre émission en mots ouverts à bicyclette? À la condition bien sûr de garder une oreille attentive à la circulation. Vous passeriez un délicieux moment tout en bagnaudant dans cette belle région. Une aventure radiophonique doublée d'un excellent exercice physique. À moins que vous n'optiez pour la quiétude de la plage, la douceur d'un canapé, ou toute autre formule de votre choix. Libre à vous d'écouter le libre parleur comme vous l'entendez. Faut-il changer de braquet devant une banque? Un cycliste au régime doit-il toujours rester en danseuse? Mais où trouve-t-on des rayons de bicyclette dans un supermarché? Peut-on circuler entre les rayons à vélo? Est-il possible de tenir un guidon comme un manche? Ils foncent tête baissée, les mains sur les cocottes, puisque la chaîne graissée, ses gambettes tricotent. Avec une roue libre, le chemin il emprunte, toujours en équilibre, en roulant sans contrainte. S'il reste sur son cadre, pour se mettre en selle, c'est bien loin de l'escadre qu'il se fait alors la belle. Rien chez lui n'est bidon, car c'est ventre à terre qu'il brandille du guidon avec sa chambre à l'air. S'il tente une percée, celui qui se débine finira par s'échapper sans maître de rustine. Loin de mourir de rire, il vomit tripes et boyaux, tant il lui faut souffrir pour mériter les bravos. Et en pleine descente, dessus les nids de poules, faisant l'œuf dans la pente, il épate la foule. Se croit vélo cycliste, pour son rayon d'action, c'est un équilibriste, même sans suspension. Sans coup de manivelle, mais la pédale douce, quand il reste en javel, une fringale en cambrousse. Au rond-point la culbute passe pour une pelle. Pour trouver une chute, il faut l'échapper belle. Comment un manchot doit-il s'y prendre pour tourner? Un ouvrier peut-il avoir un vélo avec un cadre? Tous les vélos supportent-ils le porte-bagages? Peut-on commander une bicyclette par pneumatique? Comment écraser la pédale sans être taxé d'homophobie? Chanson mythique écrite par Pierre Barou en 1968, à bicyclette colle à la peau de son interprète Yves Montand. De là à prétendre que c'est elle qui l'a mis en selle, il n'y a qu'un 45 tours que je ne franchirai pas. Quand il écrit cette chanson, Pierre Barou est l'époux d'Anouk Aimée. Il tournera même une scène du film Un homme, une femme. C'est justement ce film qui le pousse avec son épouse à se réfugier chez Yves Montand pour fuir l'agitation de la Croisette relative à la Palme d'Or. Yves Montand les reçoit à Saint-Paul-de-Vence, et c'est au coin d'une table entre apéritif et pétanque qu'un succès éternel va naître.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Est-ce que rouler en peloton autorise les gestes déplacés? Le vélo n'est-il pas parfois à lui seul un porte-bidon? La béquille peut-elle vous éviter d'avoir de mauvaises jambes? La lanterne rouge remplace-t-elle le catadioptre? Comment faire une bordure en tricotant? Et quitte à partir en bicyclette, autant le faire sur un vieux clou, un des meilleurs vieux clous qui n'ait jamais existé dans ce pays. Une marque, Eliette, qui connut ses heures de gloire et qui, curieusement, a été fabriquée dans mon village d'en France. C'est ta bicyclette que je m'en retourne chez moi. C'est ta bicyclette. Allez hop, j'y vais. Alphonse Picard est un garagiste de Sully-sur-Loire, charmante ville ligérienne. Il vend des bicyclettes Peugeot quand il lui prend l'envie de voler de ses propres ailes. L'homme aimait sortir du cadre et n'était pas de ceux qui restent les deux mains sur le guidon. Il construit sa première bicyclette vers 1900, l'Arcatène, et se lance également dans l'organisation de courses régionales. C'est le plein essor du sport, avec notamment beaucoup de canotage sur les bords de la Loire, et naturellement des courses de vélo. En 1910, notre entrepreneur sulillois achète un bâtiment dans le faubourg Saint-Germain pour installer des ateliers mécaniques. Avec ses deux fils, Gabriel et Raymond, il fabrique ses premiers modèles, auxquels il convient de donner un nom. C'est parce que la femme de Raymond apprécie une opérette de Boucheron et Audran, du nom de Miss Eliette, que la firme prend ce nom. Eliette devient ainsi la raison sociale de l'entreprise et une marque déposée en 1919. La manufacture cycle Eliette Picard frères est née. Après la Grande Guerre, la bicyclette a le vent en poupe.
Le succès commercial favorise le développement des ateliers d'Alphonse. Suivant le modèle d'Auguste Poulain, le célèbre chocolatier de Blois, c'est par la publicité que la marque se fait connaître, surtout en s'appuyant sur le succès des sportifs avec les vélos de course maison. En 1933, Raymond Picard finance une équipe professionnelle avec les vedettes de l'époque. Nous pouvons citer René Vietto, un grimpeur d'exception. Des succursales sont ouvertes à Caen en 1924, Tours en 1930 et Orléans en 1935. Les cycles Elliott sont vendus dans le monde entier. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 12 000 vélos sortent des usines des bords de Loire chaque année. Les Allemands, mauvais joueurs, les réquisitionnent. L'usine roule, bien malgré elle, pour le Troisième Reich jusqu'à la débâcle. C'est durant cette période de grande panique pour l'armée allemande en déroute que survient une plaisante anecdote. Les chaînes de montage ont été interrompues. Des vélos sont à différents niveaux de finition, mais pour tous, un accessoire indispensable manque à l'appel, faute de cuir dans un contexte de grand désordre. Qu'à cela ne tienne, dans la débandade, les soldats de la Wehrmacht en fuite, devant la progression alliée, enfourchent les engins en état de rouler. Oh, j'ai dû la voler au curé! Ou alors au boulanger du quartier. De toute façon, je me rappelle pas. Et puis de toute façon, c'est tout droit. Seuls parmi les fuyards, ceux qui sont restés disciplinés pourront aller plus loin que les autres. En effet, ce sont les seuls qui font défaut, et avoir conservé son casque, pour cela, sera d'un grand réconfort. Après la guerre, la famille Picard récupère son bien et remet l'outil industriel en état de marche. Les succès sportifs s'enchaînent. Le champion Roger Bayert remporte la médaille d'or course en ligne aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 et en 1952. À Helsinki, le jeune Jacques Anquetil remporte une médaille de bronze sur un cycle Elliott. Il passera professionnel et sera fidèle à la marque de ses débuts. Raymond Picard, quant à lui, meurt en 1940, suivi par son épouse Gabrielle en 1945. Leurs fils ont repris la production qui atteint alors 1200 vélos par mois. L'usine de Sully donne du travail à plus de 100 ouvriers. Malgré les victoires de Darrigade et d'Anquetil sur le Tour de France avec le maillot Elliott, le succès populaire des vélos à moteur et la démocratisation de l'automobile mettent à mal ce fleuron local. L'usine Elliott est contrainte de fermer en 1962. L'entreprise a connu ses heures de gloire entre les années 1950 et 1960, en remportant notamment 3 Tours de France avec Jacques Anquetil sous le fameux maillot vert flanqué du nom de la chicorée Leroux. Estimé des connaisseurs et de ceux qui ont vécu l'âge d'or des courses cyclistes, Elliott est longtemps resté méconnu du grand public après la disparition des établissements Picard en 1962. Malgré une notoriété auprès des spécialistes et un palmarès qui la place parmi les plus grands noms, les plus grandes marques du vélo avec notamment Alcyon, Bianchi, Gitane ou Peugeot. Elliott est tombé dans l'oubli durant de longues années. Seuls quelques Sulillois et des nostalgiques de la Petite Reine se rappelaient ce nom. La marque renaît de ses cendres au début des années 2000. Faut dire que je viens de me réveiller, allonger la tête dans un fossé, la bicyclette tout contre moi. En 2009, la mode vintage fait renaître un maillot au design vert et blanc. Puis avec la parution en juin 2017 d'un ouvrage, Dans le progrès toujours en tête, le livre Hommage qui retrace l'histoire que je viens de vous conter. En 2017, un entrepreneur s'est même lancé dans la construction de cadres de vélos de course fabriqués en France sous cette marque. Le département du Loiret rend hommage à ce fleuron local, tandis qu'à Sully-sur-Loire, un espace Elliott est ouvert
Jusqu'au 19 septembre 2021, l'entrée est libre et les visites ont lieu les samedis et les dimanches de 10h à 12h et de 15h à 19h. On y trouve une exposition de vélos et de motos retraçant l'historique de la marque dans l'ancienne usine. C'est ta bicyclette que je m'en retourne chez moi. C'est ta bicyclette, j'y vais, c'est par là. Peut-on rouler sur un nid de poule, les mains sur les cocottes? Que risquait celui qui l'a échappé belle? Pourquoi ne roule-t-il pas en éventail quand il fait trop chaud? Est-ce normal que celui qui manque de ressort finisse par faire l'élastique? Avoir un coup de fringale vous met-il l'estomac dans les cale-pieds? Loin de me remettre en selle, j'ai des propos qui déraillent, même s'il n'avait pas deux ailes, mon Peugeot à la ferraille. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Quand je me porte bagage, le nez toujours dans le guidon, la roue libre en voyage, pour que je vide mon bidon. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois, la bicyclette. Tout ceci n'est qu'une amusette, pour qui changera de braquet dès qu'il prendra sa musette en resserrant ses cale-pieds. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Avec Pelette, nous pelotons, aux premières bises de l'hiver, la bicyclette a ses raisons, aujourd'hui bien plus qu'hier. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Pour recharger les batteries, en quête d'une assistance pour décharger son énergie par excès de confiance. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. La piste se fait aimable, loin de tous ces nids de poules qui perturbent le cyclable quand la cocotte a les boules. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo dardi. Vous êtes un blagueur, est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Mon propos sort du cadre. Il n'est certes pas au rayon quand les cyclos en escadre occupent la route et les sillons. Les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Condamné à sucer les roues, je profite de l'inspiration pour resserrer tous les écrous de la potence au papillon. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirigea ma foi à bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Lorsqu'une vive douleur m'oblige à mettre pied à terre, moi qui pédalais en facteur l'automatique tubulaire. Vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Quelque chose ne tourne pas rond. La pédale manque d'huile, je sollicite le forgeron qu'il me fournisse un mobile. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons. Des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur. La bicyclette, bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu. À ces bicyclettes, on est de là, je peux pas regarder. Hein. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À ces bicyclettes, on est de là, à bicyclette.
Petite reine détrônée, le gadin ou bien la pelle donne aux genoux couronnés un parfum d'échappée belle. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue. Les Draisiennes étaient-elles fabriquées à la chaîne? La roue libre a-t-elle rompu sa chaîne? Un marchand de vélo a-t-il pignon sur rue? Une dynamo est-elle compatible avec le développement durable? Qu'est-ce qui peut regonfler un cycliste victime d'un coup de pompe? C'est en grande pompe qu'il me revient de présenter La môme rustine, une chanson écrite en 1955. Ils s'y sont mis à 4 pour écrire ce texte qui jamais ne perça, malgré son titre. Faire un tube n'est pas simple, surtout quand on manque d'air. René Beau, Maurice Vander, André Bourvil et Patoum sont donc les créateurs de ce qui constitue un curieux témoignage de la chanson d'après-guerre. Et travailler dans une usine et coller des petits morceaux de caoutchouc à la sécotine. Peu à peu, ça faisait des boyaux. On l'appelait la môme rustine. Elle était mordue du vélo. Quand elle était sur sa machine, elle n'avait jamais les grelots. Elle venait à vélo à l'usine, mais quand il pleut, ça fait trop de boue. Alors dans le métro, ça se devine. Elle arrivait en gare debout. On l'appelait la môme rustine. Et dès les beaux jours à vélo, et passait par la porte Dauphine, car porte de Saint-Cloud, on crève trop. Elle avait un bon équilibre, sa vie, son travail tournait rond. Elle ne faisait jamais roulis, car elle en mettait un rayon. On l'appelait la môme rustine. Et le dimanche à Fontainebleau, pour manger avec les copines, elle emmenait une selle de gigot. Elle achetait des fleurs au Halles, puis elle disait d'un air finaud: quand je regarde les pétales, je pense aux pétales de mon vélo. On l'appelait la môme rustine. Elle dormait été comme hiver, la fenêtre ouverte car la gamine voulait avoir sa chambre à air. Elle connut une atoll, un cycliste qui se dégonfla aussitôt. Comme il était philatéliste, il prit le thème de son vélo. On l'appelait la môme rustine. Elle retrouva son Anatole. Et maintenant, pour pas qu'il se débine, elle lui a mis un antivol. Méfiez-vous de la môme rustine. Ne dites pas oui sans réfléchir. C'est attachant la sécotine, car elle vous interdit de fuir. Pour poursuivre tour de piste cycliste et pour vous démontrer que j'ai un petit vélo dans la tête, voici un récit auquel, pour qu'il puisse tenir debout, je dois adjoindre 2 petites roues à l'arrière. Et encore, il demeure parfaitement bancal, même si j'ai l'air totalement déchaîné.
Curieusement, elle était née d'une chaîne et de l'ingéniosité des humains. Son père était un routier de solide carcasse, tandis que sa mère n'avait cessé de tourner en rond sur une piste aux étoiles. On lui avait raconté que son grand-père était jadis monté sur ces grands chevaux disposant d'une roue motrice de taille disproportionnée. Dans la famille, on l'évoquait avec nostalgie ce grand bi qui avait vu le jour au détour de la guerre de 1870. Quant à sa grand-mère, non pas qu'elle ait perdu les pédales, elle était tout simplement née sans ce procédé qui allait faire son chemin. Tout le monde l'appelait affectueusement et avec respect la Draisienne. Notre héroïne se voulait être libre comme l'air qu'elle glissait dans ses boyaux. Elle se rêvait virevoltante sur les chemins de traverse, dansant quand le cœur lui disait de changer de braquet. Elle avait envie de mordre la vie à pleines dents, espérant qu'on lui offre de belles épopées le long des plus beaux itinéraires. Elle se souvenait avec nostalgie de ses premiers pas, ceux qui avaient nécessité l'appoint de petits trous de chaque côté de celle qui fermait la marche. Elle s'en émancipa bien vite, ayant vite attrapé le virus de la promenade, tout en éprouvant une allergie chronique pour tout ce qui portait moteur. Quand elle comprit que ses congénères cessaient d'être des bicyclettes dignes de ce nom, et se firent vélos munis d'un assistant de propulsion à commande électrique et parfois nucléaire, elle s'indigna, se refusant qu'on la compare avec ces prétentieux qui entendaient rivaliser avec les automobiles en cycle urbain. La confusion des genres et des termes la désolait. Pour elle, seule l'attraction humaine la plaçait au-dessus de la mêlée. Elle se voua cadre et fourche à son pilote. Elle lui offrait tout le confort possible, évitant les nids de poules quand il avait les mains sur la cocotte, les dos d'âne quand il tirait sur la meule, et les ronds-points quand il mettait la flèche. Elle n'était que prévenance et disponibilité pour un cyclotouriste qui avait le coup de pédale joyeux. Mais bien vite, elle se sentit prise au piège, victime d'une relation dans laquelle elle avait le mauvais rôle. Elle comprit qu'elle subissait la volonté de son cycliste, qu'elle devait supporter d'être attachée quand monsieur s'offrait une petite visite touristique. Elle se sentit muselée avec tous ces mots composés qui la mettaient sous l'éteignoir. Porte-bidon, porte-bagages, antivol, cale-pied, attache rapide, garde-boue, c'en était trop pour elle. Plus que tout. Elle s'indigna qu'un jour elle puisse crever à quelques encablures d'une potence de malheur. Elle voulut mettre les bouts, tailler la route de son propre chef. N'était-elle pas la petite reine? C'est justement ce sobriquet qui lui mit en tête une drôle d'idée.
Elle décréta de remonter la vallée des rois, de longer le fleuve royal à sa guise en prenant son temps, sans faire d'histoire, discrètement, secrètement. La bicyclette fit une fugue, une échappée belle sans rien demander à quiconque. Elle avait mûrement préparé son affaire, examiné l'itinéraire, se refusant à se laisser mener par le bout du guidon en suivant l'itinéraire de la Loire à vélo. Ce sont les chemins et les levées qui l'attiraient, pourvu que ce fût loin du bitume, pourvu que ce fût au plus près de la Loire. Elle avait l'âme champêtre et le cœur ligérien. Mais elle n'était pas sotte. Une bicyclette allant son train de sénateur sans cycliste sur sa selle eût attiré la curiosité et occasionné des réactions, y compris à Saumur. Des individus bien intentionnés lui auraient mis des bâtons dans ses rayons. Sortir du cadre n'est pas permis à tout le monde, et encore moins à un objet manufacturé. Il lui fallait éviter les curiosités, se dérober au regard de ces humains bien trop cartésiens. Après avoir bien réfléchi, elle conclut que la nuit serait son refuge, son domaine, pourvu qu'elle se débarrasse de tous ces gadgets fluorescents. Elle prit la clé des champs. Que ce fût bon nom d'une pipe, plus besoin de compter sur un autre pour faire son chemin. Elle filait le nez au vent sous un ciel merveilleusement étoilé. Elle se sentit en symbiose avec la nature, en harmonie avec cette vie animale qu'elle découvrait avec délectation. Elle s'arrêtait de temps à autre, s'abreuver dans la rivière, se rafraîchir les pneus, prendre le temps de jouir d'un spectacle admirable. Elle longea d'imposantes forteresses, de magnifiques châteaux, de belles demeures. L'inconvénient en roulant de nuit, c'est qu'elle trouvait toujours porte close, même si elle se douta que de jour, on ne la laisserait pas pénétrer pour une visite. Qu'importe ce petit inconvénient. Elle profitait des rues désertes pour découvrir des cités endormies. La crainte de se laisser surprendre à flâner ainsi sans compagnon la poussait à fuir bien vite les villes et les villages pour se réfugier le plus près possible des berges de ce grand flot majestueux. Elle s'offrit le plaisir de changer de rive, d'emprunter des ponts libérés de toute circulation. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle arriva à proximité d'une belle forteresse, d'un château endormi, les pieds dans l'eau de ses douves. Elle se sentit en pays de connaissance. Elle percevait un appel, un murmure qui lui soufflait qu'elle était au terme de son périple, qu'elle était ici chez elle, qu'elle trouverait refuge parmi ses semblables. Elle se posa bien des questions, fit le tour de la charmante petite ville à la quête d'une explication rationnelle. Elle s'offrit le tour du parc du château, se perdit un temps dans la rue du bout du monde, pensant que c'était son but ultime. Lorsqu'elle entendit l'appel de ses pareils dans le musée Eliette.
Jadis, il y eut ici une industrie cycliste florissante, des vélos qui gagnèrent les plus grandes compétitions, des bicyclettes qui offraient du bonheur aux gens. Elle s'accouda un peu pliée devant l'entrée, attendant que les portes s'ouvrent pour qu'une main bienveillante lui fasse place dans son royaume. La bicyclette avait effectué un magnifique voyage. Elle méritait désormais de se reposer et de se laisser admirer. Ainsi prit fin son épopée, son aventure, sans que quiconque ne la remarque jamais durant son périple. Elle avait su se faire la belle. Elle pouvait maintenant évoquer avec ses copines sa formidable expérience. Un seul cyclotouriste se désole encore de la perte de celle qui continue encore de nommer vélo. C'est sans doute cette mauvaise habitude qui provoqua leur rupture. S'il entend la retrouver, qu'il vienne comme vous autres visiter ce petit musée installé à Sully-sur-Loire. Je suis certain que si son ancien partenaire est néanmoins propriétaire, quel vilain mot, lui demande pardon, s'excuse humblement, et désormais la nomme bicyclette, elle reprendra la route avec lui. Elle ne demande que ça. Elle a depuis peu des fourmis dans ses moyeux. La gaine reste-t-elle à la mode chez les cyclistes? La rustine est-elle une innovation qui a percé? Un champion est-il contraint de prendre une musette à chaque ravitaillement? Pouvez-vous m'envoyer un câble? Je n'ai plus de frein. Peut-on changer de patin sur le verglas? Pour qui ignore qu'un vieux clou n'est autre qu'une bicyclette, le risque est grand de ne pas percer les mystères de la faribole qui se dresse sur votre route, tel le redoutable col de la planche des belles filles. Voici une faribole qui ne risque pas de percer le mur d'incompréhension qui se dresse devant moi quand j'arpente les sentiers escarpés d'une langue en désuétude. Mots et expressions obsolètes vont surgir à l'improviste, histoire de perdre en chemin les adeptes de la novlangue. La preuve en est administrée d'entrée de jeu. Un clou qui ne valait pas grand-chose se mit en quête de faire son trou. Pour cela, devait prendre la pose sur une belle planche d'acajou. Le prix des choses ne se compte plus en clous, ni même en sous. Je risque de passer pour un palabreur éculé, tandis que les mécontents ne me rendront pas la monnaie de ma pièce. Quant à savoir pour eux que l'acajou est une essence, il faudrait s'adresser à des auditeurs de vieille souche. Il voulait connaître la vie de château. Hélas, il souffrait de maux de tête. Comment ne pas en devenir marteau? Il lui fallait admettre sa défaite.
Cette fois, c'est la migraine qui guette tous ceux qui ne savent pas qu'un clou a une tête, qui peut être ronde, carrée ou bien fantaisie, dorée, cuivrée ou de différentes variantes. Et ce fameux marteau de tapissier à bout aimanté n'attirera pas les foules qui n'ont que faire de cet outil. Il fut abusivement mis au clou, sans pouvoir assurer sa défense. Dans les puces de la porte Saint-Cloud, il rêvait d'une nouvelle chance. C'est sur la pointe des pieds que nous pénétrons dans l'univers des expressions. La mise au clou a depuis belle lurette tiré sa révérence, et il est peu probable qu'on me fasse crédit, alors que je ferai plutôt pitié avec mes puces de Saint-Cloud, qui ne sont pas vraiment à la défense. Une liberté poétique qui arrachera des récriminations dans les banlieues. Un cyclotouriste en goguette désirant dénicher un vieux clou, parmi toutes ces nombreuses emplettes, trouva le pauvre écervelé, c'est fou. Cette fois c'en est trop. Le cyclotouriste passe encore, quoique ce terme sort désormais du cadre habituel de l'usager de deux roues. Mais le vieux clou ne dira rien qui vaille à tous ceux qui ne connaissent ni le terme goguette, ni celui d'emplette. Faut-il être écervelé pour penser que les gens sont encore à mon écoute? Trop émoussé, le clou prit la chambre, histoire de se refaire la cerise. Mais pour ce pitoyable ingambe, une fuite d'air prouva sa méprise. La parabole de la chambre ne manque pas d'air, tandis que ce ingambe est une forme de rustine pour leur boucher un coin. Veine percée dans le champ de la poésie éthérée, j'ai le sentiment que même la pointe de mon stylo est émoussée. Un bienfaiteur le remit en selle, souhaitant le porter au pinacle. Ce metteur en scène très ficelle voulut en faire le clou du spectacle. Là, c'en est trop. Remettre en selle serait sans nul doute pris au premier degré, et ce fort cavalièrement, que j'en use ici sous forme de métaphore. Je ne risque pas d'être porté au pinacle, terme du reste qui n'a rien de sexuel. J'aurais pu alors espérer être compris. Mais voilà que surgit une nouvelle expression qui fait tomber le rideau sous mes vers. Lorsque les trois coups du brigadier enfoncèrent la future vedette, dans le trou du souffleur fut expédié qui espérait crever les planchettes.
La suite sera dramatique. Mais que vient faire la police sur une scène de théâtre? C'est du grand guignol avec le bâton du brigadier qui en devient marteau et le clou qui se refuse à crever les planches pour sauver la rime. Tout va à volo désormais. Et tout au fond de ce trou ingrat se trouva, loin des feux de la rampe, ce malheureux qui jamais ne perça. D'un héros il n'avait pas la trempe. Que le clou rende son dernier soupir dans le trou du souffleur demandera explication, pour que les derniers courageux s'accrochent au feu de la rampe. J'en ai des sueurs froides, mais hélas, elles n'ont rien à voir avec cette trempe qui les laisse sur leur soif. Sa pauvre histoire ainsi s'acheva dans l'indifférence générale. Loin des applaudissements, des hurrahs, il ne valait pas un clou. C'est fatal. Parachever ce suicide littéraire avec un nouvel idiome passé totalement de mode, tout en brisant la syntaxe classique pour le besoin des rimes, ne risque pas de me permettre de retomber sur mes pieds. Qu'importe, j'en assume la perspective. Qu'un quida me sème des clous sur la route, espérant que vous vous dégonfliez. Alors, sans l'ombre du moindre doute, vous penserez à le crucifier. Et pour conclure, rien de mieux qu'un petit blasphème de derrière les bigots. Ce clou-là pourtant n'a jamais connu de Golgotha, ce qui ne m'interdit pas de le mettre en croix pour cette faribole iconoclaste. Peut-on se reposer sur une chambre à air? Le facteur à vélo porte-t-il les pneumatiques? La sonnette du vélo du facteur a-t-elle un joli timbre? Faut-il un pignon fixe pour pratiquer le surplace? Un cycliste peut-il garder ses sacoches sous les yeux? Si vous n'êtes pas encore crevé, restez encore dans l'aspiration pour suivre cette échappée belle sur les voies réservées aux cyclotouristes et aux adorateurs de la petite reine. Qu'elle en connaisse un rayon, elle peine à rouler sa bosse quand elle parcourt chemins et vallons, là où ne passent pas les carrosses. Lui faut alors jouer du mollet pour aller sans cesse de l'avant, comme la danseuse en son ballet, elle dodeline, le nez au vent. Ne doit jamais sortir du cadre afin de demeurer en selle, qu'elle soit seule ou bien en escadre, des outils dans son escarcelle. Elle
Elle se gonfle de tant d'orgueil qu'on la reçoit en grande pompe. Une petite reine qu'on accueille en un cortège qui nous trompe. Quand elle met le pied à l'étrier, elle a dans l'instant pignon sur rue, sans avoir besoin de béquiller, sur le trottoir, devient une intrue. Dans la foule qui se déchaîne, qui pédale dans la choucroute, lui voue une terrible haine, car elle s'impose sur nos routes. Elle paiera le prix de son forfait en un jugement à contresens. Devant tous ces adeptes des faits, l'insulte commise à l'essence. On la conduit à la potence, y purgera son affreux crime. Elle nous prive de dépendance, et bien pourquoi on la supprime? Fixant sa tête sur un plateau, des forçats lui rendent les honneurs, accompagnés de ses mécanos, spécialistes du dérailleur. Les automobilistes pressés veulent la poser sur une fourche, une sortie de route excédée pour tous ceux qu'elle effarouche. À la bicyclette et ses vertus, nos représentants abasourdis, lors d'une cérémonie saugrenue, voudront qu'on l'élève en batterie. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Combien faut-il casser de rayons pour faire un soleil? Faut-il être lessivé pour monter dans la voiture balai? La bicyclette est-elle pour elle? Le vélo est-il macho? Réserve-t-on des pistes aux cyclistes parce que la route est une jungle pour eux? Qui dit bicyclette, vélo, petite reine ne peut passer sans évoquer le Tour de France. Il a donné lieu à de nombreuses chansons, dont cette chanson du Tour de France de 1952, écrite par Bouchez, Timar Schubert et Helper, et interprétée par Jean Navarre. Une chanson collector, ça va de soi. Tour de France, randonnée fantastique des géants. Tour de France, de l'année, l'événement le plus grand. Et du nord au midi, sur les routes réunies, tous les sportifs du pays vont regarder passer, applaudir, admirer tous nos ascenses lacés. Tour de France, nous encouragerons tes champions. Tour de France, tu passionnes tout à moi la nation. Le Tour de France, chose incroyable, a vite connu un succès fou. C'est un personnage notable, maintenant installé chez nous. Sa caravane magnifique, reine de la publicité. Sur la route et les places publiques, ses
Pendant un mois c'est fantastique, tous nos soucis nous oublions. Plus de discorde, plus de politique, tous les Français vivent dans l'union. Qui enlèvera cette grande bataille? Est-ce Bobet ou Géminiani? Ou bien un autre oui mètre de taille à succéder aux grands copies? Tour de France, randonnée fantastique des Géants. Tour de France, de l'année, l'événement le plus grand. Et du nord au midi, sur les routes réunies, tous les sportifs du pays. Au regard des passés, applaudir, admirer tous nos ascenses lancés. Tour de France, nous encouragerons des champions. Tour de France, tu passionnes tout un mois la nation. Il n'est que temps de descendre de vélo et de ranger votre bicyclette pour vous reposer un peu. La semaine prochaine, je vous promets de vous laisser bien tranquillement écouter à mots ouverts, sans pédaler dans la choucroute.